Ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors pour m'accompagner au micro et vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Strasbourg, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. À la technique et au micro Eric. Bonjour Eric et bonjour Tata Marianne. Bonjour Aïcha, bonjour Eric, bonjour les auditeurs de Strasbourg et d'ailleurs. Bonjour Marianne, alors quel est le sujet de notre émission d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons aborder la question des enfants et du numérique, plus précisément de la relation des enfants et des écrans. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet par exemple ? Alors moi, je pense que la dénonciation actuelle du problème des écrans est une dénonciation fallacieuse. Alors d'une part parce que le problème des écrans existe depuis un bon moment, et d'autre part elle dénonce surtout une peur d'une génération qui a l'impression d'être dépassée par des outils et des codes dont on n'a plus la maîtrise. Pour ce qui est de la maîtrise, il suffit de se connecter sur YouTube pour voir que le mode d'expression par la vidéo a pris une place extrêmement impressionnante. Eh oui. Il y a certes des vidéos et des idées et des thématiques et des propos qui émergent des plus profonds que de basses fausses, mais on peut y trouver des vidéos dont le traitement, les apports nous font réellement évoluer, nous cultivent et nous donnent vraiment à penser. Alors il y a des vidéos qui pourraient être des émissions ou même des documentaires. Il y en a d'ailleurs. Ouais, dignes d'un prime time à la télé de toute façon. Alors oui, effectivement, j'entends déjà, mais enfin, depuis la caméra Super 8, il y a toujours eu des gens pour produire des vidéos comme ça, quoi. Alors oui, je suis d'accord. Avec une Super 8 ou un caméscope, on peut faire des vidéos déjà. Mais pour qu'il y ait expression, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Oui. Il faut un support, il faut qu'il y ait des gens pour qu'ils puissent écouter. Donc, une communauté. Sans la réception, de toute façon, l'expression, ça sert pas à grand chose. On parle dans le vide, on prêche dans le désert, mais bon, après, ça sert pas à grand chose. Alors, sauf exception, les vidéos en Super 8 ou les vidéos en caméscope sont restées dans le cadre privé, sauf à filmer l'assassinat d'un président ou alors un quelconque attentat ou une catastrophe. C'est les quelques exceptions qui font que oui, ça a été vu mondialement. L'auditorat reste souvent limité au cercle privé, au cercle familial. Du coup, tous les modes d'expression qui touchent un large public, avant l'avènement d'Internet, sont des objets d'élite. C'est des élites artistiques, intellectuelles, qui ont ou qui développent leur propre code. L'élitisme et un certain niveau d'hermétisme, c'est-à-dire qu'à un moment il faut bien connaître tous les codes pour bien comprendre la profondeur du propos. C'est quand même ce qui caractérise toutes les formes d'expression connues jusque maintenant. Ce que nous considérons, nous, comme de l'art, et ce qui est de l'ordre de l'information, de la transmission d'histoire, de savoir, et ainsi de suite. C'est des sujets d'élite. C'est des élites qui ont la parole, c'est des élites qui sont écoutées. Ce qui se passe au cinéma, ce qui est publié, ce qui passe à la télé, c'est l'objet de filtres, de choix et de diverses stratégies. Et comme pour démultiplier cette sélection culturelle, il y a aussi une désignation de ce qui doit passer à la postérité ou non. Il n'y a pas n'importe quelle chanson issue des années 80 qu'on réécoute maintenant. Il n'y a pas n'importe quel film des années 80 qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma. Et là, voilà qu'Internet arrive avec l'informatique comme support et comme outillage. Alors, les possibilités qui sont offertes qu'offre le numérique, ça permet à peu de frais de produire du contenu et de le diffuser à un large public en échappant complètement à cette sélection. La seule sélection qui persiste, c'est celle du récepteur. Alors, il y a plus ou moins de vues et ça passe par le bouche à oreille et les réseaux sociaux. On peut voir voler en éclats les grilles de lecture qu'on nous impose et les stratégies qui sont liées à ces grilles de lecture. Alors oui, je pense que celles et ceux qui défendent le net ont raison de dire que c'est un vrai espace d'expression et de liberté, pour le meilleur et pour le pire. Bon, il est vrai que Google, Facebook, la NSA et bien d'autres entreprises ou organismes d'État commencent à développer de nouveaux moyens de surveillance et de contrôle. Il reste quand même de nombreux espaces de liberté sur Internet, les systèmes GNU, le système Framasoft, etc., etc. Pour ce qui est des écrans, le problème reste intéressant. Pour autant, l'écran, l'art, la scène sont des éléments qui nous fascinent et ce depuis fort longtemps. On peut remonter jusqu'à la grotte Chauvet où ont été découvertes des parois ornées de dessins absolument extraordinaires, avec des superpositions du même modèle montrant une action à l'œuvre et des représentations d'animaux avec un extrême réalisme. Une picturalité qui laisse tout le monde dans un état complètement
Cet état de fascination qui devrait être démultiplié avec le jeu d'ombre et de lumière vacillante produite par un feu. Il n'y a pas la moindre civilisation qui ne s'est développée sans une paroi, sans un mur, sans poser devant les yeux d'un peuple obnubilé par le récit mythologique de ses rois et des hommes-dieux qui mènent la destinée des populations et qui leur sont inféodés. Les murs de Karnak, les temples de Karnak, marquaient en volume et en couleur les hauts faits des pharaons, et ce jusqu'au Lagide, c'est-à-dire les derniers pharaons dont la dernière représentante c'était Cléopâtre. Les temples mayas, ou même les immenses tapisseries comme les tapisseries de Bayeux, ont pour unique fonction de capter l'attention du public et de servir les intentions politiques du ou des souverains. Et ça, on a eu de cesse de développer des modes d'expression se basant largement sur l'esthétique, c'est-à-dire ce qui dépasse la conscience de soi et qui permet la fascination. Alors, qui n'a jamais été pris par un très bon film ou pris dans un très bon livre ne comprendra pas ce que je dis. Alors, personnellement, j'aime beaucoup lire, mais il m'est vraiment très difficile de lire plus de 3 ou 4 heures par jour, même d'affilée. Il y a pourtant eu des livres qui ont réussi à m'accrocher jusqu'à 12 heures d'un coup. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dedans et puis la lecture s'est faite toute seule. Et sans même qu'on voit le temps passer. On a l'expérience devant des films de 3-4 heures qu'on a même pas vu passer. Enfin, on a eu cette expérience avec des films, des séries et toute l'intensité, c'est toute l'intensité de l'expérience esthétique que il faut que je reprenne à parler. Et la fascination, la puissance de fascination qu'elle exerce, que cherche à reproduire in extenso la plupart des artistes, de l'écriture à la musique. C'est aussi de ça dont il est question quand on parle des écrans. Alors le pouvoir de fascination et d'oubli qu'ils peuvent provoquer dépasse largement le domaine de l'art. On est collé devant un jeu vidéo parce qu'on fait partie de ce jeu vidéo. On se scotche à l'écran de notre portable parce qu'on communique avec celles et ceux qui sont loin, voire même avec des gens qu'on ne connaît même pas. Alors on cherche le réalisme avec l'esthétique également. Pas forcément. On cherche à créer de nouveaux liens avec la réalité peut-être. C'est plutôt ça qu'il faut le dire. Mais la réalité, c'est toujours passé, ça passe toujours par le filtre, par nos propres filtres. Oui. Alors tout ce qui est SMS, tout ce qui est Facebook, les Twitter et les autres réseaux qui permettent d'échanger avec des phrases ou quelques mots, de commenter un fait, une déclaration, un événement, une punchline qui peut être répétée à l'infini. Peut-être qu'il y a ici quelque chose de fascinant aussi. On peut en quelques mots dire quelque chose, un état d'âme, un slogan. On fait référence à quelque chose de la culture commune et sans que ce soit un chef d'œuvre, celui ou celle qui a saisi le propos de la référence se sent investi par le bon mot et emmené avec le rédacteur. On le voit, l'exercice de la fascination par les écrans et tous les autres moyens a pour enjeu final notre esprit. Je ne dirais pas notre âme, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait au final un tel impact spirituel, encore que, mais on va laisser la question en suspens. Mais une question se fait jour. Si l'écran n'est qu'un outil et la fascination qu'un moyen, comment dès lors se garantir de la pérennité de notre esprit, de son indépendance, de sa liberté ? Si on se trompe en diabolisant les écrans et le numérique, on ne se trompe pas en faisant la critique de ce que ces outils produisent. Voilà. Et dis-moi du coup, Aïcha, quelle est ton idée par rapport à ce sujet ? Écoute, moi ce que j'en pense, et c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans l'ère du numérique. Les écrans sont omniprésents dans nos vies et mis à part une partie de la société qui décide de vivre et d'élever ses enfants sans télé ni aucun écran, quasi toute la population en possède au moins un. Pour vous donner quelques chiffres, selon BFM Business, 92% de la population française possède un téléphone mobile, donc au moins un. 16% décident de se passer d'Internet en fait à la maison. Mais j'ai envie de dire, de nos jours, il n'y en a plus forcément besoin. Hein. C'est comme le téléphone fixe, on a nos portables, donc il n'y a plus vraiment besoin de connexion. C'est plus vraiment utile en fait, on a tous Internet dedans, donc du coup ça réduit les besoins en termes de connexion pour un foyer. On nous dit aussi que 72% des Français ne veulent pas de livres numériques, ce que je peux comprendre, car on est quand même dans un pays, mine de rien, un peu vieille école, et où la culture du livre est presque une religion. Je pense que c'est un peu comme le fait d'aller acheter sa baguette tous les matins dans la boulangerie du quartier. Aller à la bibliothèque et farfouiller pour trouver des bouquins sympas, c'est aussi une tradition. Donc à côté de ça, moi je trouve ça fantastique quand même le fait que la technologie ne fasse que progresser. On parle ici du rapport qu'ont les enfants avec les écrans. Moi je trouve que c'est un outil super chouette, que ça soit une tablette, un portable ou une télévision. Certes, il y a des contenus auxquels les très jeunes ne devraient pas avoir accès. Mais ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, c'est que c'est toutes les autres choses positives en fait. Et il y en a de nombreuses. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une connexion Internet pour tout trouver en un clic. On peut faire n'importe quelle recherche, donc il y a quasi toutes les réponses sur Internet. C'est une bibliothèque. Hein.
de toute façon, ça peut être tout et son contraire selon la façon dont on l'utilise. Donc c'est toujours la même chose, c'est tout dépend de la façon dont on utilise, tout dépend de l'utilisation dont on tout dépend de comment on l'utilise, quoi. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut bien orienter les enfants parce qu'on peut très vite en faire une utilisation dangereuse plutôt que ludique. Donc, comme je disais avant, on trouve de tout comme contenu, ce qui veut dire à la fois positif ou négatif. Au-delà d'être un atout culturel et une zone de créativité, on y trouve aussi un facteur social. Avec l'explosion des réseaux sociaux sur nos ordinateurs, nos tablettes et nos téléphones, les réseaux sont faits pour rassembler à la base et se créer une communauté. Donc le fait de dire communauté, c'est déjà fort. Par conséquent, ça peut être très bénéfique, attention toutefois à ne pas se renfermer complètement dans cette bulle et dans cette web existence. Et à côté de ça, on a également vu des cas de jeunes adolescents qui se suicident ou qui rentrent dans un état dépressif car ils ne sont pas encore prêts à voir certaines choses et n'ont pas encore les épaules pour assumer la violence et parfois l'injustice du monde des adultes, du monde réel en somme. On aime souvent répéter que les enfants de la génération d'avant étaient beaucoup moins superficiels et se satisfaisaient d'une pomme ou d'un jouet contrairement aux tablettes et autres ordinateurs. On aime bien critiquer les autres générations. J'ai l'impression que c'est devenu un sport national carrément de critiquer les générations d'avant, enfin les générations futures. Mais c'est pas faux, mais le fait est qu'il faut l'intégrer et passer à autre chose car les générations évoluent et si ça n'était pas le cas, on trouverait également à redire. Donc il faudrait mieux trouver la façon de protéger au maximum les plus jeunes des écrans et de leur apprendre en fait comment utiliser au mieux, comment maximiser maximiser au mieux leur utilisation et en faire une utilisation bénéfique plutôt que l'inverse. Je pense qu'il vaut mieux ça que priver et couper son enfant de tout parce qu'à moins que celui-ci compte rester toute sa vie dans une grotte, un jour ou l'autre il rentrera dans la vie active et sera complètement largué et aura un siècle de retard. Faut quand même pas oublier qu'en 2018, très rares sont les entreprises qui n'existent pas sur les réseaux sociaux. C'est un très gros moyen de communication et d'interaction. Et l'interaction, c'est super important. On est dans une société où les gens sont grincheux, réfractaires et souvent hostiles au changement. Et il faut le dire, mais il va bien falloir s'y faire. C'est soit on arrive à suivre, ou soit on se cache dans une grotte parce que les choses avancent vite et qu'on n'arrive pas à suivre. Et heureusement, parce que si ça avançait pas, si la technologie n'avançait pas, s'il n'y avait pas eu d'avancée dans le temps, on ne serait pas là à parler dans une radio, à se faire entendre de plein de personnes, donc à pouvoir communiquer en fait en restant à la place où on est. Donc c'est formidable. Moi, je trouve que l'high-tech, les progrès de la science, la technologie, je trouve ça formidable et ça me fascine. Et voilà, on pourrait pas communiquer avec un tas de personnes si des gens avant nous n'y avaient pas réfléchi. Et donc, plus ça va et plus on évoluera et il faut s'y faire et c'est comme ça. Voilà mon point de vue. Mais dis-moi, Marianne, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh là 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 là, Tata Marianne, elle a fait une autre enquête que toi, Aïcha. Dis-moi, je t'écoute. Alors voilà, donc on est allé tourner autour du pot du mot numérique. Oui. Et avant numérique, eh bien, on a fait une petite intrusion dans le passé où on s'est rappelé, mes amis et moi, il y a très longtemps, on avait posé cette question, quel monde voulons-nous créer? On se demandait ça avec Jean Solpartre et Camus, l'autre, Doran, qui nous sommet d'agir. Une ambition démesurée, faire coïncider le désir de reconstruire le monde sur de nouvelles bases politiques ou l'existence vécue dans ses dimensions les plus intimes. L'existentialisme était né. Alors qu'aujourd'hui on entend un seul mot courir d'un bout à l'autre de la planète, je vais le dire en français, c'est numérique. Et en plus, on y ajoute révolution, la révolution numérique, digital en anglais, digital, l'anglais, la langue de la technologie et du monde économique qui va, évidemment, par opposition à l'analogique, et puis qui traduit en français fait numérique, numérique, numérique. Alors nous, Tata Marianne et ses potes du même âge, on a dit, mais numérique, numérique, d'où ça vient ce mot? Oui. Ben, ça vient, du nombre. Tout simplement, le nombre, le chiffre. Et même, nos enfants en France sont nés on les a appelés du terme en français de génération digitale. Même un mot piqué à l'anglais. Le mot, selon Michel Serres, qui l'a transformé et francisé, et lui préfère le mot pousset, poussette, avec ou sans petit. Oui. La génération poussette, poussette. Mais quel lien donc y a-t-il entre le pouce
et le nombre, l'ordre arithmétique sur lequel se fonde ce code de programmation techno qui fait 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 etc. 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 Ce code binaire qui réduit en data élémentaire la plus chouette, la plus pertinente, la plus littéraire, encore que des informations humaines. Alors on s'est dit, faisons un jeu. Si je vous dis numérique, là, comme ça, tout de suite, sans réfléchir, spontanément, amis, quels mots en français ou dans votre langue de cœur vous viennent à l'esprit? Évidemment, ce test, je l'ai fait auprès de ma génération, qui a vu le numérique arriver il y a très très longtemps, comme disait Eric, parmi l'élite, et qui maintenant voit se répandre la technologie des numériques. Et voilà, les mots qui sont sortis, c'est ordi, serveur, update, Dropbox, virus, programme, Internet, ça fait chier, il y en a marre, c'est du boulot, c'est que du boulot, il y a que de la programmation à faire. On Très est négatif. devant les écrans. Très négatif, Aïcha, tu as raison. Hein. Pourquoi s'acharner pour dire que la révolution, la belle révolution, elle est seulement numérique, elle est seulement chiffre, elle est code, 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 on dit certains. D'où émerge le mot code, essentiellement un code, un code, un code. Est-ce que le langage est un code? Qu'est-ce qui manque au code pour exister? Hein? Ce sont que finalement les codes, les langages, ce sont des outils, des appareils, des systèmes, des brôles. Quand la communication, elle, est affaire humaine, donc d'intuition, de pertinence, d'affection, bref, d'empathie, allez, disons-le, d'amour, et pas uniquement de réaction immédiate, même si c'est génial d'avoir tous ces outils. Alors, y en a un qui a dit, je vais vous le rapporter, parce que bon, voilà, c'est comme ça, c'est notre point de vue. N'est-ce pas un petit peu ce que fait le sot ou l'imbécile que le sage définit ainsi? Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Digital, isn't it? Alors, cette révolution digitale, quand deviendra-t-elle vraiment humaine? Sera-t-elle le langage humain du futur ou le désert des Tartares? Sera-t-elle cette information mondiale horizontale, peer-to-peer et démocratique que nous souhaitons tous? Une révolution de l'intelligence et pas seulement du chiffre? Merci Marianne. Est-ce que tu sais que ce qu'on oppose généralement au numérique, c'est l'analogique? Bien sûr, je l'ai cité très rapidement. Voilà. Et du coup, l'analogique, c'était l'époque des premiers enregistrements sur disque, sur audiocassette. Mmh. Et du coup, ce qui m'a tranquillement la pause musicale. Quelle transition. Quelle transition. En plus, c'est une pause musicale. Je vous propose un morceau de Jimmy Cliff qui a été enregistré entre les années 60 et les années 70 et qui était une des premiers reggae qui est passé en Europe. Alors, est-ce que vous savez qui en Europe a lancé la mode du reggae? Il y a personne? En Europe? Ouais. Non. Je vais vous étonner, c'est les skinheads. Mais il faut dire qu'à l'époque, le mouvement skinhead, c'était plus un mouvement qui était issu de la classe ouvrière, qui était un mouvement d'émancipation, qui était aussi un mouvement qui s'ouvrait aux autres cultures, qui s'ouvrait surtout ils déclaraient aimer beaucoup la musique noire. Ils sont partis en vrille après, alors, c'est ça? En fait, il y a eu des sous-mouvements qui sont vraiment partis en vrille et puis qui sont devenus les seuls mouvements skinhead. Les autres se sont complètement pété la gueule et se sont tournés vers la pop musique. Donc, voilà, c'est grosso modo ce qui s'est passé, mais au tournant des années 60-70, les skinheads, c'était bon. Après, ils avaient aussi un truc comme ça, ils adoraient se foutre sur la gueule avec les blousons noirs. C'était aussi une des raisons d'être du skinhead. Mais à côté de ça, la multiculturalité, c'était vraiment le cœur du truc. Et du coup, là, je vais vous proposer d'écouter une chanson de reggae skinhead, une chanson de Jimmy Cliff, qui s'appelle Those Good Old Days. Et en avant la musique. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, nous sommes encore sur RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Nous avons également une page Facebook, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également. Pour parler avec nous aujourd'hui des rapports qu'entretiennent les parents et les enfants, notre invitée Marie-Jeanne Oraghi. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Aïcha, bonjour Eric et bonjour Tata Marianne. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices? Eh ben, écoutez, je suis à la base maman et représentante des parents d'une école. D'accord. Et c'est dans ce sens-là, en organisant plusieurs rencontres avec les parents, que je me suis rendu compte que la question du numérique était très présente auprès des parents. Et j'ai décidé du coup de me former auprès des CMEA sur cette question. Et maintenant, j'interviens avec eux sur plusieurs moments de discussion pour voir vraiment comment réguler un peu les écrans ou la question des écrans avec les enfants. Alors, en début d'émission, j'ai brossé une définition assez large des écrans. Mais j'imagine bien que quand on aborde à l'heure actuelle ce sujet, on entend quelque chose d'assez restreint. Alors, quand on parle des écrans, on parle de quoi exactement ? Quand on parle des écrans, moi, je pense vraiment alors pour la plupart des personnes, ça va être le téléphone, tout ce qui est en écran finalement sur lesquels il y a régulièrement des images. Donc on va parler des téléphones, de la télé, d'internet. Il y a tout ce côté-là. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment il faut séparer finalement les écrans qui font qu'on est passif, les écrans qui sont interactifs, les écrans qui permettent justement la recherche, ceux qui vont permettre de communiquer avec les autres personnes. Il y a une différence à faire au niveau des écrans pour pouvoir vraiment aborder la chose. À quoi s'expose un enfant qui passe trop de temps devant un écran, selon vous? Alors, c'est toujours ce que je dis. Je pense pas que c'est le temps passé devant un écran finalement qui est vraiment le plus important. D'accord. On dit souvent il y a un côté un discours qui est très moralisateur de nos jours, très culpabilisant. Je trouve aussi, oui. Qui va dire les enfants, pas trop les écrans, attention, il faut arrêter. Sauf que derrière, d'interdire à un enfant de regarder un écran, finalement, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt. Et puis comme on disait, il y a beaucoup d'avantages. Il y a énormément aux d'avantages, écrans. et on ne dit pas assez. Le souci, en fait, qu'il faut vraiment se poser, je pense, c'est qu'est-ce que les enfants ne font pas pendant qu'ils sont devant les écrans. Parce qu'un enfant, pour se construire, c'est pareil. J'ai du mal avec toujours les enfants. Pour moi, c'est un individu. On va rester sur un individu. C'est des individus qui sont en devenir, qui doivent devenir autonomes, donc qui ont énormément à apprendre. Et devant les écrans, il y a beaucoup de choses qu'ils pourront pas apprendre s'ils ne font que ça. Donc c'est toujours ce que je dis. Un enfant qui passe toute sa journée devant un écran, mais qui finalement ne fait rien à côté, ça sera effectivement peut-être compliqué et il y aura des risques parce qu'il y a des choses qu'il n'apprend pas. Un enfant qui finalement fait plein de choses à côté avec ses parents ou découvre énormément de choses et passe du temps devant un écran, il n'aura pas du tout le même impact. Donc on en revient à la question du temps. Finalement, le temps compte, le temps passé devant les écrans. Pas forcément le temps. Tout dépend. Si effectivement ils sont toute la journée devant les écrans, c'est sûr qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Ouais. Mais sinon, c'est plus qu'est-ce qu'ils ne font pas à côté. Et se poser peut-être la question aussi chez les plus grands, pourquoi ils sont autant de temps devant les écrans? Quand on a un souci, est-ce que c'est un refuge ou est-ce que c'est réellement un plaisir? Si c'est un refuge, effectivement, il faut se poser la question, pourquoi l'enfant se réfugie dans les écrans? Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment que les enfants qui risquent d'avoir une relation un peu trop déterminée avec les écrans? Eh ben, du coup, je pense pas. Si les enfants sont, la problématique enfants, adultes, ça reste des individus et on a tous plus ou moins le même souci. On le voit d'ailleurs chez tout le monde. Un enfant, de toute façon, qui se retrouve devant des smartphones ou qui aurait un souci, par exemple, effectivement, avec un parent qui trouverait que son enfant passe trop de temps devant les écrans, l'enfant est devant un écran parce que son parent y est. On va dire un enfant est en contact avec un smartphone parce que ses parents ont un smartphone. Donc forcément, il y a un rapport. Donc non, je pense que c'est le même souci pour tout le monde, quoi. Il y a pas de différence entre enfants, adultes ou qui que ce soit. Est-il vrai que les écrans ont envahi nos vies à l'heure actuelle? Selon vous, quel est donc pour vous l'impact au quotidien de cette relation que nous avons plus ou moins tous et toutes avec les écrans? Alors, j'ai la question, j'ai pas tout suivi, c'est un peu... Vous voulez que je la répète? Oui, je veux bien. Est-il vrai que les écrans ont envahi nos vies à l'heure actuelle? Premier point. Quel est donc, selon vous, l'impact au quotidien de cette relation, donc avec les écrans, au quotidien, que nous avons plus ou moins tous et toutes avec les écrans? C'est-à-dire y compris vous, y compris moi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on le voit effectivement par rapport aux générations d'avant,
Il y a, quand on se promène tout simplement dans la rue ou n'importe où, on voit des téléphones de partout, les publicités sont c'est une invasion numériques. Alors, est-ce que c'est une invasion? Je sais pas, mais ils sont présents, ça c'est certain. Ouais. Alors, invasion, tout dépend comment est-ce qu'on prend le terme, je pense. Mais c'est sûr qu'en tout cas, les écrans ont pris une grande place dans la vie d'aujourd'hui. Pas forcément en négatif. Il y a des grandes avancées. Enfin, ça permet de communiquer avec des personnes qui sont très loin. Ça permet de découvrir des choses. Enfin, toujours pareil. Si c'est quand même, il y a une éducation à faire autour quand même, parce que, comme je disais à l'époque, il y avait un dicton qui est toujours présent, mais qui a un petit peu moins de sens. C'est je ne crois que ce que je vois. Au jour d'aujourd'hui, je ne crois que ce que je vois. Si on le prend dans les écrans, on peut pas forcément y croire. Donc voilà, il y a certaines petites choses. Maintenant, est-ce que les écrans ont envahi ou pas? Je sais pas quel impact. Si je reste sur les enfants, il y a quand même une étude. Alors je me souviens plus trop, j'ai pas les chiffres ici, ni tout, mais il y a une étude qui avait été faite, qui est quand même intéressante à connaître, qui disait que voilà, ils ont interrogé donc un certain nombre d'enfants et ils leur ont demandé mais quelle est la chose la plus importante pour vos parents. Et c'est vrai que l'idée, ça aurait été normalement qu'ils répondent mes enfants, et c'était un petit peu ce qu'ils pensaient dans la question. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont répondu leur smartphone. Donc effectivement, il y a quand même une présence, et c'est là qu'on revient. Est-ce que finalement il y a que les enfants qui sont un peu, c'est les parents, les enfants, les adultes, un peu tout le monde. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'à un certain point, on peut effectivement être envahi, et en même temps, non, c'est une bonne invasion pour certains écrans. Voilà, voilà, exactement. Alors, comme les auditeurs et les auditrices le savent ou pas, j'ai eu il y a peu 20 ans. Pour la deuxième fois, ce qui m'autorise enfin à parler de quand j'étais jeune. Et à cette époque, on nous disait tout le temps de ne pas croire tout ce qui se dit à la télé. Est-ce que ça a évolué avec l'évolution des écrans? Je crois que ça revient à ce que je disais, effectivement. Je ne crois que ce que je vois. Et bien, aujourd'hui, je pense que il y a le souci en fait d'internet, c'est-à-dire qu'à l'époque on disait voilà, on ne croit pas trop ce qu'il y a à la télé. La télé, c'est quand même différent, c'est-à-dire que on voit des personnes à la télé qu'on ne connaît pas, donc on peut facilement ne pas y croire. Le souci avec par exemple, je vais prendre les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, c'est que c'est des personnes de confiance qui transmettent souvent des informations, et donc la première réaction, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, donc s'il me transmet cette information, elle est vraie. Et beaucoup de personnes n'ont pas forcément, ont tendance à ne pas aller vérifier les informations parce qu'elles viennent de personnes de confiance sur les réseaux sociaux. Sauf qu'effectivement, il y a donc ce souci-là. Alors, est-ce que est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de risques, effectivement, de croire des choses qui ne sont pas réelles, ou d'avoir de la désinformation, de transmettre, des fake news. Voilà, exactement, les fake news et tout ce qui va avec. Donc, il y a pas forcément d'évolution là-dedans, mais il y a une évolution à faire dans comment traiter la désinformation, comment traiter les informations qui viennent. Quand on fait une recherche sur Internet, c'est intéressant. Avant, on cherchait dans un livre. Alors, dans un livre, c'est quand même différent. C'est quelqu'un qui a écrit, qui était fait pour. Souvent, il y avait, par exemple, dans les livres historiques, c'était quand même des historiens, c'était revérifié. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut participer écrire sur Wikipédia, n'importe qui peut dire que voilà, c'est transformé. Donc il y a quand même avec les écrans une évolution, je dirais plutôt à faire sur ces fake news. Oui, justement, dans la jeunesse d'Eric, il paraît qu'on regardait beaucoup trop la télé, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution justement avec l'arrivage du village global d'Internet et les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a eu? Par exemple, on parlait tout à l'heure de vérifier les informations. Comment on peut s'assurer que sur Internet, les informations qu'on croit sont plus intéressantes ou plus justes que celles qu'on reçoit des amis des réseaux sociaux?
En fait, je pense que ce soit sur Internet finalement ou des amis des réseaux sociaux, les informations sont à peu près les mêmes. Il faut savoir simplement vérifier une information. C'est un peu comme la rumeur finalement. À l'époque, on discutait, il y avait quelqu'un qui nous raconte, oui, un tel, il a fait ceci, cela. On avait tendance finalement à discuter avec quelqu'un d'autre qui nous disait mais non, il n'était pas là-bas ou c'était pas comme si. Et en fait, c'est différent dans le sens. Alors maintenant, les fake news, par exemple, souvent on va prendre Gorafi et tout ce qui va avec. C'est écrit en général en bas quand même. Il faut aller vérifier en bas. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel, de vérifier, ou est-ce que c'est juste des gens qui écrivent un peu tout ce qu'ils veulent? En général, si c'est des gens qui écrivent tout ce qu'ils veulent, c'est forcément une fake news. Et de la même façon, finalement, quand on nous envoie une vidéo, c'est vrai qu'il y a... Voilà, je pense qu'on s'est tous fait avoir, d'ailleurs, sur les vidéos, voilà ce qui s'est passé, et puis on y croit, on montre à quelqu'un, et puis non, ça se voit, c'est un montage. Donc, c'est un peu il faut savoir vérifier et continuer à communiquer finalement dans la vraie vie avec les personnes qu'on a à côté, c'est-à-dire pas simplement en virtuel. On adopte presque un regard d'expert en essayant de repérer ce qu'il faut dans la vidéo. C'est ça. Et apprendre finalement tout ce qui est numérique un peu mieux, c'est-à-dire les enfants, leur apprendre effectivement le montage, comment fonctionne le montage, dès très tôt, leur apprendre à faire des recherches, pas que sur Internet, c'est-à-dire à un moment, quand un enfant doit faire un exposé, il faut pas juste qu'il aille taper le nom de l'exposé qu'il doit faire sur Google et puis stop, il faut qu'il apprenne toujours à aller dans les médiathèques, rechercher des livres, discuter avec les personnes qui peuvent s'y connaître, enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait encore... faut pas que la vie tourne finalement autour du numérique et que quand on cherche quelque chose, on n'aille que sur le numérique. Quand on veut réparer quelque chose, si on tape juste sur Internet, on regarde la première vidéo, on n'aura pas forcément quelque chose qui fonctionne. Donc il faut vraiment apprendre à aller à droite, à gauche, se renseigner ailleurs. D'ailleurs, je trouve que l'école le fait plutôt bien. Ça, je sais pas si ça a changé, mais on montre quand même comment apprendre à chercher dans les bibliothèques, comment se référer par rapport à tel auteur, tel auteur. Je trouve que, à mon époque où moi j'étais encore au collège, lycée, c'était plutôt bien fait et on nous guidait par rapport à ça. Donc. Oui, c'est encore. Je pense que c'est encore le cas dans les écoles. Après, c'est vrai qu'ils ont des soucis pour apprendre justement à se servir du numérique. Et ça pourrait être intéressant qu'effectivement dans les écoles, ils puissent en plus apprendre vraiment aux enfants à continuer. Alors pas remplacer. Il faut surtout pas que ce soit comment on utilise le numérique et puis on laisse le reste de côté. Non. Mais c'est vrai qu'il y a une approche maintenant où les enfants devraient vraiment apprendre dès qu'ils sont jeunes, effectivement, les montages, les réseaux sociaux, pareil, les risques qui sont sur les réseaux sociaux, parce que on parle des réseaux sociaux. Un enfant au jour d'aujourd'hui qui publie n'importe quoi sur un réseau social, il est seul dans sa chambre. Si personne lui a appris qu'au moment où finalement il va publier ça, lui qui est seul dans sa chambre, c'est tout le monde entier qui peut le voir, on peut se retrouver effectivement avec des situations catastrophiques. Donc tout ça, c'est un apprentissage à faire auprès de nos enfants et ça pourrait être intéressant que l'école effectivement ait une plus grande place dans cet apprentissage-là du numérique, en laissant le reste de côté, bien sûr, encore tous les autres apprentissages. Alors, à mon époque, il y avait aussi une dénonciation forte du temps passé devant la télé, comme nous disait Aïcha, ainsi que des dessins animés japonais. Alors, à forte raison, parce que à l'époque, tout ce qui était dessin animé était considéré comme une production à destination des enfants, ce qui a apporté une nette confusion et a permis la diffusion de dessins animés extrêmement violents dans les émissions de jeunesse. Comme par exemple Ken le Survivant, c'est un dessin animé qui est quand même destiné à un public adulte, voire même un public adulte averti, un peu comme les films d'horreur. Est-ce que maintenant les enfants sont plus exposés ou est-ce qu'il y a moyen plus facilement de les protéger par rapport à ces erreurs? Alors, de toute façon, ils sont plus exposés dans le sens où, à l'époque, justement, il y avait une chaîne qui diffusait pendant une petite période, ou 2-3 chaînes, elles n'étaient pas énormes, qui diffusaient pendant une petite période ces dessins animés. Le reste du temps, les enfants, finalement, ils n'avaient pas accès aux dessins animés, ou pas tous, en tout cas. Et du coup, ils étaient obligés de faire autre chose. Ils étaient obligés de découvrir d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, finalement, un enfant qui a envie de regarder toute la journée ce dessin animé japonais, par exemple, il se met devant et puis il cherche sur Internet et il peut y passer la journée. On n'a plus besoin de sortir. Voilà, et il peut passer la journée entière finalement sans s'arrêter. Donc effectivement, ils sont plus exposés parce qu'il y a plus de choix, il y a plus de concurrence aussi, plus de chaînes, Maintenant, est-ce que réellement c'est juste le fait de regarder le dessin animé qui est violent qui va faire que l'enfant finalement est exposé à un risque? Je suis pas persuadée. Je pense que il y a vraiment un accompagnement. Un enfant qui finalement reste tout seul devant la télé, devant par exemple les dessins animés. Alors on reprend, il y avait Ken le Survivant entre autres. Un enfant qui regarde tout seul, Ken le Survivant, qui n'a pas l'âge et qui n'a personne ensuite pour en discuter ou faire autre chose, qui passe la journée devant. Puis ensuite, voilà, on lui dit maintenant ça suffit, tu as regardé trop la télé, on éteint, tu vas jouer dans ta chambre où tu vas.
il aura peut-être plus d'impact. Je dis bien peut-être parce qu'après, ça reste chose. Mais en tout cas, il aura certainement plus d'impact à avoir vu ce dessin animé qu'un enfant qui a regardé, par exemple, Ken le Survivant avec son papa ou avec sa maman parce qu'il avait envie de regarder, ou je sais pas, chacun, justement, on reste... mais qui ensuite, surtout, aura la possibilité de discuter de ce qu'il a vu. Et c'est ce qui est très important. Il faut que les enfants puissent parler de ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, quel que soit le dessin animé, parce qu'il y a des dessins animés qu'on croit qui sont pour les enfants, qui sont faits pour les enfants et qui font pas forcément peur et qui en fait font peur aux enfants. Donc c'est très important en fin de compte quand on regarde, quel que soit, là on va vraiment parler des dessins animés, de la télé, c'est très très important de pouvoir discuter avec son enfant, de pouvoir regarder le dessin animé si jamais avant pour savoir de quoi ça parle, de le regarder avec l'enfant, de pouvoir en discuter. Ou alors il y a un site internet qui est assez intéressant justement pour les enfants qui s'appelle, il me semble, Film Âge ou alors filmpourенfants.net. Et dedans on tape le nom du dessin animé. Et ensuite, il y a vraiment tout ce qui peut... il y a une grande description du dessin animé ou du film, avec écrit vraiment quelles sont les phrases, d'ailleurs, qui peuvent choquer, quels sont les messages qui sont passés. Alors, parfois, on voit la mort, on voit tout ça. Et tout dépend du vécu de l'enfant. Effectivement, il y a des enfants qui pourraient être traumatisés par Bambi, C'est bête, mais qui seront peut-être plus traumatisés par Bambi que par Ken le Survivant. Donc, c'est pas forcément la violence ou ça, c'est vraiment l'accompagnement qui va avec et de faire selon chaque enfant. Alors, je crois qu'il est temps de proposer une nouvelle pause musicale. Eric, est-ce que tu peux nous faire entendre une musique un peu plus dansante, s'il te plaît? Quelque chose comme de la samba, par exemple. Quelque chose comme Samba Rock de Seu Jorge. Ok, c'est bon, c'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Nous voici de retour sur De Strasbourg et d'ailleurs sur le 91.9 RBS, et nous continuons à discuter autour de la question des écrans avec notre invitée Marie-Jeanne Oraghi. Alors dites-moi, comment peut-on travailler ces problèmes d'addiction que nous rencontrons de plus en plus dans les jeunes générations? Qu'en est-il du rôle des parents, de l'entourage adulte des enfants? Eh bien, alors en question d'addiction, voilà, moi je peux pas forcément rentrer trop dedans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que en tant que parent, en tout cas avec ses enfants, ou en tant qu'adulte avec des enfants, d'ailleurs en tant qu'adulte avec soi-même, à partir du moment où on se pose une question, on se dit tiens, et tu passes trop de temps devant la télé ou devant Internet, ou que soi-même on a cette impression, il y a effectivement une question à se poser. Et avec les enfants, entre autres, je pense que la question à se poser, c'est vraiment, voilà, est-ce que tous les besoins de mon enfant ont été satisfaits? Un enfant, par exemple, qui va rester devant la télé, il y a des besoins qu'il ne pourra pas et qu'il ne pourra jamais satisfaire devant la télé. Alors, un enfant, il va avoir en besoin, je vais quand même faire un petit point, il va avoir besoin d'entretenir des liens qui sont sociaux, des liens qui sont, il va avoir besoin d'entretenir des liens sociaux, il va avoir besoin de jouer, donc d'inventer, d'imaginer, il va avoir besoin aussi des fois de pouvoir être tranquille, de pouvoir, se reposer tout simplement, s'évader. Par contre, il va aussi avoir besoin de se dépenser librement, si possible, chahuter un petit peu tout ça. Et ça, devant un écran, par exemple, un enfant ne pourra pas le faire. Mais vous, en tant que parent, comment est-ce que vous géreriez ces problèmes, ce problème d'addiction-là? Eh ben, en fait, l'addiction, c'est là où j'ai un peu un souci, mais en tout cas, mon souci que j'aurais avec le fait que mon enfant soit un peu trop devant la télé ou devant Internet, c'est vraiment me dire, pourquoi il est devant cette télé, qu'est-ce qu'il est en train de satisfaire comme besoin, parce qu'un enfant finalement qui regarde aussi, il satisfait un besoin à ce moment-là. Alors quand il regarde la télé, ça peut tout simplement être en train de s'évader, d'imaginer. Par contre, si je trouve qu'il y a un souci, mon enfant par exemple, c'est moi-même qui l'ai mis devant la télé, il est en train de bouger dans tous les sens, c'est un enfant qui a besoin de chahuter, il faudrait lui éteindre la télé et pas d'un coup, il faudrait lui dire est-ce que tu veux pas venir, on va sortir un peu au parc ou viens on fait une petite bataille de coussins. C'est bête, mais en général cet enfant-là va dire stop, j'arrête de regarder la télé, effectivement je viens avec toi. Le plus important, quelles que soient les addictions, c'est vraiment de savoir, d'emmener son enfant finalement par rapport aux besoins qu'il peut avoir. C'est pareil, un enfant il a besoin d'un lien social, mais il a aussi besoin d'interaction réelle avec l'adulte. Un enfant, il a besoin d'avoir à un moment donné un face-à-face. Je me demande si c'est pas nous qui lui créons ces besoins-là. En tant qu'adulte, en tout cas, je pense qu'on a tous ces besoins-là, et donc un enfant les a forcément.
L'enfant a besoin de s'amuser, a besoin de... Il a les mêmes besoins finalement que l'adulte. En Ouais. tant qu'adulte, on a besoin de discuter, on a besoin des fois de faire du sport, on a besoin bien sûr de tout ce qui est hygiène, de tout ce qui va avec, on a besoin d'avoir un lien quand même, on a besoin des fois d'imaginer, de rêver. Parce que, juste une petite remarque, hein, pour moi, c'est mon avis, mais un enfant n'a pas forcément besoin de... Un enfant a juste besoin de jouer, s'épanouir, etc. À la base, il n'a pas besoin d'écran, il n'a pas besoin de... Mais une fois que c'est C'est devant ça. lui, une fois qu'on lui apporte son jouet, sa tablette avec tous ses jeux dessus, une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, c'est-à-dire qu'il aura ce besoin-là à chaque fois, du coup. En Donc, fait, on non. crée le besoin chez l'enfant. Non, quand je parle de besoin, c'est pas l'enfant, il a besoin de la télé ou quoi que ce soit. Les écrans, de toute façon, un enfant finalement qui a des parents qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas internet, tout ça, il sera pas devant. Donc c'est forcément les parents qui mettent à disposition. Maintenant, ce que je dis, quand on vit dans l'ère où on est, donc effectivement, ils sont présents, les téléphones, internet est présent. Et au jour d'aujourd'hui, je peux difficilement dire aux parents, écoutez, enlevez tout de chez vous. Par contre, si mon enfant est sur le téléphone, à un moment où il vient, il me demande le téléphone pour jouer. Il faut comprendre pourquoi. Par exemple, il y a des enfants, ils vont au parc ou ils vont dans la forêt, ils vont dire « passe-moi ton téléphone, s'il te plaît, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. » Pourtant, il y a des jeux, il y a des enfants. Cet enfant-là, c'est pas qu'il s'ennuie et c'est simplement qu'il ne sait plus jouer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi l'interaction, et c'est à nous les parents d'apprendre encore, de continuer à savoir jouer avec ses enfants. D'établir les limites. C'est ça. Et en fait, c'est varié. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas qu'un enfant... soit tout le temps devant les écrans. Effectivement, il faut varier finalement les rencontres. Il faut lui apprendre à faire une cabane quand on va au parc, mais c'est à l'adulte de venir. Il ne faut pas lui dire, tiens, on va faire une cabane là-bas. C'est à l'adulte de venir participer avec son enfant, lui apprendre les choses. Quand on a envie de cuisiner à la maison, il y en a beaucoup qui vont dire, tiens, j'allume la télé, comme ça tu me laisses tranquille. Mais en fait, on peut prendre les enfants, et à l'époque, d'ailleurs, moi, mes parents, c'est ce qu'ils faisaient, et je pense qu'on le voyait souvent. Ils emmenaient l'enfant, et viens, tu vas faire la tarte avec moi, tu vas pouvoir. Et il y avait un lien, il y avait une interaction, et les enfants ont ce besoin aussi. Donc quand ils sont sur un parent qui parle pas avec son enfant, qui discute jamais, il va forcément aller sur les réseaux sociaux quand il le pourra, pour aller trouver quelqu'un de confiance, discuter. Mais le parent lui-même peut apporter quand même ce besoin à l'enfant. Donc effectivement, c'est vraiment comprendre. Je trouve que mon enfant passe trop de temps devant la télé, et j'essaye de comprendre quel est le besoin qu'il est en train de savourer, et je lui remplace par autre chose, qui serait sans les écrans. Donc si j'en ai assez qu'il soit en train de jouer par exemple à la console, et qu'en fait c'est le lien social qu'il a en discutant, parce que maintenant il peut jouer en ligne, je lui propose par exemple de faire autre chose avec lui et de lui apporter ce lien social autrement, ou d'inviter ses amis à la maison, ou de trouver vraiment... Et la proposition est suivie d'effets immédiats et sans problème? Et à quel âge l'enfant? Alors je pense que ça dépend forcément, ça dépend de chaque enfant. Chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Donc c'est vraiment aux parents, il y a une importance de comprendre son enfant, d'essayer de connaître son enfant. Et pour ça justement, il faut passer du temps avec lui. Il faut discuter, il faut que l'enfant puisse être en interaction réelle et vivre des choses réelles, fabriquer une cabane réellement, aller jouer dans la terre. Quand il joue aux jeux sur Internet où il fabrique des gâteaux, il faut que l'enfant, mais des petits. Il y a des enfants qui sont à 2 ans sur le téléphone. À 2 ans, ils peuvent aussi aider à préparer un gâteau ou creuser dans la terre, faire du jardinage. Et ça jusqu'à pas d'âge. Après, c'est certain, je pense qu'à l'adolescence, il y a des différences. Je m'y connais pas en... Moi, je m'y suis connue il y a très longtemps, quand c'était encore analogique, mais quand c'est devenu numérique. Et je peux vous dire que les écrans dont vous parlez, c'est les fenêtres ouvertes sur le monde. Le monde est vaste et le monde a beaucoup de pouvoir par rapport au petit pouvoir des parents. Face à la demande sociale, il fut un temps où on parlait de la tyrannie des marques qui étaient produites par les télés, ensuite de la tyrannie des jeux vidéo. Quand vous dites que les enfants ne jouent pas sur les écrans, c'est complètement faux. Ils jouent comme des dingues, mais ils jouent à distance, des jeux vidéo, disons, qui sont virtuels, et ça les passionne. J'en ai eu qui transpiraient devant, etc. À partir de... Aujourd'hui, c'est 8 ans, c'est 8 ans. Donc, la vraie difficulté, disons, des relations des enfants au numérique avec les familles, c'est effectivement de trouver un bon positionnement
éducatif, mais surtout par rapport, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, par rapport aux parents qui ont ou non ces mêmes smartphones ou ces écrans multiples, parce que l'enfant d'abord imite ses parents quand il est tout petit, et après, eh bien, il est de plus en plus, et ça aujourd'hui je l'ai vu, il est de plus en plus individu devant une vaste offre, ce qu'on appelle l'infobésité, et cette offre est tellement énorme qu'il a du mal, lui, à choisir, et donc se laisser porter, c'est dangereux. Après, moi, il y a une question qui me vient là, comme ça d'un coup, parce que j'ai l'impression que je suis entouré de personnes qui ont été éduquées en ville, en milieu urbain, alors que moi, j'ai grandi à la campagne, à côté d'une forêt. Et du coup, c'est là où la question des parents me pose vraiment question, parce que je me rappelle, on a passé du temps devant la télé, le Club Dorothée et compagnie, c'est pas des légendes non plus. Hein. Si on voulait, on pouvait passer le mercredi toute la journée devant la télé. Mais il se trouve qu'on sortait beaucoup aussi avec les copains en forêt, avec couteau ficelle, on se faisait des cabanes, on se faisait des trucs comme ça. Et les personnes qui ont participé à notre éducation à ce niveau-là, en jouant dehors, les adultes qui accompagnaient de temps en temps, c'était pas forcément nos parents. Mais c'était les parents du copain, c'était le voisin qui était venu, ou le petit vieux qui se promène dans la forêt, qui fait mais je vais vous montrer comment on fait le truc. Cela dit, nous on socialisait aussi du coup autant avec les copains avec lesquels on jouait, on se tapait dessus en faisant des épées en bois dessus aussi, qu'avec l'adulte qui venait. Sachant que l'adulte en plus c'était quelqu'un qui était connu de nos parents, qui était souvent un camarade d'école de nos parents. Mais ça c'était aussi notre affaire. Mais pour le coup, j'ai vraiment aussi cette impression là que si on laisse l'éducation uniquement aux parents, on passe aussi à côté de beaucoup de choses, en fait. Et j'ai vraiment cette impression de plus en plus qu'en ville, c'est très très difficile de faire confiance aux autres personnes qui interviennent avec les enfants, que par rapport à ce que moi j'ai connu dans un milieu plus restreint. J'ai grandi dans un village de 200 habitants, donc du coup, effectivement, les 200 personnes, on les connaît, quoi, à un moment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là qui se met en jeu dans la relation de l'adulte à l'enfant et dans la relation à l'internet justement? Parce comme on est en ville et qu'on a du mal à faire confiance aux autres, on se retrouve de plus en plus isolé et donc du coup à devoir recourir à des choses comme l'écran, l'internet et compagnie. Je voulais juste dire que Marshall McLuhan parlait du village mondial. On y est avec le numérique, avec l'Internet et avec la possibilité individuelle d'accéder à ce village mondial. Avec ce que tu disais en début d'émission, pour le meilleur et pour le pire. Personnellement, oui, je pense qu'il y a quand même eu alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée d'Internet qui peut changer, mais on a des informations qui viennent un peu plus. Les gens on réduit finalement la liberté des enfants. C'est vrai qu'à l'époque, je pense même en ville, il y avait certains enfants qui étaient déjà... j'ai grandi effectivement en ville et j'étais dehors assez jeune et sans forcément... les parents, effectivement, on apprenait énormément de choses. Et c'est là où je dis que... Alors, les parents, les adultes et tout le monde, il faut effectivement laisser les enfants sortir, découvrir, apprendre à faire les choses. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de parents effectivement qui ont du mal à laisser sortir leurs enfants tout seuls, en ville ou ailleurs. Mais il faut laisser il faut que les enfants justement continuent à faire des cabanes, comme tu disais. Alors si les parents n'osent pas justement laisser sortir, c'est important qu'ils puissent eux déjà réapprendre à sortir pour aller voir, voilà, emmener les enfants faire des cabanes quoi, avec le couteau, avec la ficelle quand ils sont petits, et apprendre à vivre finalement dans ce village mondial qui est le numérique, en continuant à savoir faire sans, parce que le plus important finalement, je pense, pour pouvoir avoir une bonne relation avec le numérique ou avec tout ce côté-là, c'est de pouvoir faire sans. Si on n'est pas capable de faire sans, effectivement, il y a déjà un souci. Et les enfants doivent pouvoir savoir faire sans. Et là, c'est les adultes. Merci Marie-Jeanne Oraghi d'être venue nous parler de ce sujet avec nous en studio. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos auditeurs et auditrices qui nous sont fidèles et celles et ceux qui nous rejoignent. Nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure sur RBS 91.9 avec de Strasbourg et d'ailleurs. Tout de suite, nos amis d'Afrique Hebdo.